Bonjour. Dans les capsules précédentes, on a vu des notions impliquant les orbitales pour des atomes qui possèdent seulement un électron. Dans la présente capsule, on va voir ces mêmes notions-là, mais pour les atomes qui possèdent plusieurs électrons. On va parler entre autres de configuration électronique. On a vu que les orbitales peuvent être dessinées en fonction de la série de nombres quantiques qui les caractérisent. Donc, pour un orbital dont le nombre quantique L est égal à 0, on va avoir une orbitale S dont la forme va être sphérique. Pour un orbital dont le nombre quantique L est égal à 1, on va avoir une forme qui ressemble à celle qui est à l'écran. Même chose pour un orbital dont le nombre quantique L est égal à 2. La forme vient aussi d'apparaître à l'écran. Pour ce qui est des atomes qui possèdent plusieurs électrons, il va falloir dessiner des orbitales pour chaque électron et le dessin peut devenir rapidement très encombré. On va donc utiliser une représentation un peu plus schématique des orbitales, c'est-à-dire la notion de case quantique. Donc pour les orbitales S, L est égal à 0, on va représenter cette orbitale-là à l'aide d'une case quantique, puisqu'on a seulement une possibilité pour le nombre quantique ML qui représente l'orientation. Pour ce qui est des orbitales P, on va dessiner trois cases quantiques, une pour chaque valeur possible de ML, donc moins 1, 0 et 1, sans faire de distinction entre les différentes cases quantiques, puisque ces cases quantiques-là possèdent toutes la même énergie. C'est N et L qui déterminent l'énergie d'une orbitale. ML n'a rien à voir là-dedans. Finalement, pour les orbitales D, on va dessiner 5 cases quantiques une à côté de l'autre, puisque ML peut prendre 5 valeurs différentes. Prenons le cas du néon qui possède 10 électrons. On va donc prendre ces électrons et les distribuer dans les différentes cases quantiques. Donc la première étape, c'est de dessiner les cases quantiques en ordre croissant d'énergie, donc en commençant par les cases 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, et ainsi de suite. Lorsqu'on veut remplir les orbitales, qui sont représentées par les cases quantiques, on veut distribuer les électrons de façon à minimiser l'énergie. On va aussi appliquer le principe d'exclusion de Pauli qui stipule que chaque électron doit posséder une combinaison de nombres quantiques uniques. Donc, dans le cas de l'orbital 1s, il y a deux combinaisons de nombres quantiques possibles. Donc, n est égal à 1, L est égal à 0, ML est égal à 0 et MS est égal à plus ou moins une demi. Donc, on va placer un premier électron dans l'orbital 1s avec un spin qui pointe vers le haut et un deuxième avec le spin qui pointe vers le bas. Donc, pour l'orbital 1s, on a deux combinaisons de nombres quantiques possibles. C'est donc dire que l'orbital 1s peut posséder deux électrons. C'est la même chose pour l'orbital 2s qui peut posséder deux combinaisons de nombres quantiques différentes, donc deux électrons. Il nous reste ensuite 6 électrons à placer qu'on va pouvoir placer dans les orbitales 2p. Et la règle de Hund stipule que pour les orbitales de même énergie, on place d'abord un électron avec des spins parallèles dans chaque orbital avant d'en rajouter un deuxième. Donc les combinaisons de nombres quantiques possibles pour les orbitales 2p viennent d'apparaître à l'écran. On va donc mettre un électron avec des spins parallèles dans chaque orbital avant de compléter avec un deuxième électron dans chacune des orbitales. Utiliser les cases quantiques, ça peut être idéal lorsqu'on a des atomes qui possèdent peu d'électrons. Par contre, au fur et à mesure que le nombre d'électrons augmente, dessiner les cases quantiques peut devenir aussi très encombrant. On va donc utiliser une autre notation qui est la notation SPDF. Pour le néon, on va d'abord inscrire l'orbital dont il est question. Ici, on commence par l'orbital 1s et on va écrire en exposant le nombre d'électrons qui sont contenus dans cette orbitale-là. Donc ici, on a 1s avec 2 électrons dans l'orbital, 2s qui possède aussi 2 électrons, et finalement les orbitales 2p qui contiennent
6 électrons. Si on avait à continuer de remplir nos orbitales, l'ordre de remplissage vient d'apparaître à l'écran. À noter qu'on va en ordre croissant de norme quantique n, donc 1, ensuite 2, ensuite 3, et on y va aussi en ordre croissant de norme quantique L, donc S, P, D, F. Il y a quelques exceptions dans l'ordre de remplissage. Effectivement, les orbitales 4s vont être remplies avant les orbitales 3d. C'est la même chose pour les orbitales 5s avant les 4d, et ainsi de suite pour les orbitales qui sont indiquées en rouge. Ça s'explique par le fait que c'est à la fois n et l qui déterminent l'énergie d'un orbital et que certains changements subtils peuvent venir affecter l'ordre de remplissage. Si on prend maintenant l'exemple du nickel qui possède 28 électrons, la configuration électronique du nickel va être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Cette notation, quand elle est écrite de cette façon, va porter le nom de configuration électronique complète du nickel. Par contre, lorsqu'on regarde cette configuration-là plus en détail, on se rend compte que la partie soulignée en rouge est identique à la configuration électronique de l'argon. On peut donc utiliser cette propriété-là comme un raccourci. Pour écrire la configuration électronique du nickel, on peut dire que le nickel possède la même configuration électronique que l'argon, en plus des électrons dans les orbitales 4s et 3d. On va alors parler de la configuration électronique abrégée du nickel. Il existe deux types d'électrons. On parle des électrons de valence et des électrons de cœur. La définition de ces types d'électrons va varier en fonction de l'emplacement des éléments dans le tableau périodique. Pour ce qui est des éléments représentatifs, c'est-à-dire pour les éléments dont l'électron de plus haute énergie se situe soit dans des orbitales s ou dans des orbitales p. Prenons l'exemple de l'arsenic. L'arsenic possède 5 électrons de valence, c'est-à-dire les électrons sur le niveau n le plus élevé. Donc ici, les électrons de valence de l'arsenic sont situés dans les orbitales 4s et 4p. Tous les autres électrons sont considérés comme étant des électrons de cœur. Pour les éléments de transition, c'est-à-dire les éléments dont l'électron de plus haute énergie se situe soit dans des orbitales d ou des orbitales f, c'est un peu plus compliqué et le nombre d'électrons de valence va souvent être déterminé expérimentalement. Par exemple, prenons le cas du manganèse, dont l'électron le plus élevé en énergie se situe dans l'orbitale 3D. En laboratoire, on va examiner les différents composés de manganèse et on va déterminer le degré d'oxydation du manganèse dans ces composés-là. Le manganèse va former des composés dont le degré d'oxydation va aller de plus 2 à plus 7. Le nombre d'électrons de valence du manganèse correspond au degré d'oxydation le plus élevé que cet élément-là peut avoir, donc plus 7 dans le cas qui nous intéresse. Les degrés d'oxydation des différents éléments de transition peuvent se retrouver dans des tableaux disponibles dans votre manuel de chimie ou qui seront mis à votre disposition par votre enseignant. On peut aussi exprimer la configuration électronique des ions, donc c'est-à-dire lorsque notre atome va gagner ou perdre des électrons. Lorsqu'on est en présence de cations, donc on prend encore une fois l'exemple du nickel, donc la configuration électronique de l'élément nickel est affichée à l'écran. Lorsqu'on enlève des électrons pour former le cation, la règle dit qu'on enlève les électrons en ordre décroissant des valeurs de n. Donc on va d'abord chercher les électrons dans l'orbital dont le nombre quantique n est le plus élevé. Donc, si on forme le Ni+, on va aller chercher l'électron dans l'orbital 4s et on va avoir la configuration électronique argon 4s1 3d8. Si on enlève un deuxième électron pour former l'ion Ni2+, on va avoir la configuration argon 4s0 3d8.
Et ensuite, on va aller chercher les électrons dans les orbitales D pour former l'ion Ni3+. Pour ce qui est des anions, donc si on voulait former un ion négatif, on irait simplement ajouter des électrons en suivant les règles vues précédemment. Dernière notion pour cette capsule vidéo, ce sont les notions de paramagnétisme et diamagnétisme. Donc, si on prend le néon comme exemple, le néon possède 10 électrons, donc une configuration 1s2, 2s2, 2p6. On peut remarquer que le néon n'a aucun électron qui est non apparié. Donc, chaque électron se retrouve dans un orbital avec un électron de spin opposé. On dit donc que le néon est diamagnétique. Si on compare le néon à l'oxygène, qui possède une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4, on se rend compte que l'oxygène a 2 électrons non appariés, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent seuls dans leur orbital avec des spins parallèles. On va donc dire que l'oxygène est paramagnétique. Ça veut dire que si un atome d'oxygène est mis en présence d'un champ magnétique, eh bien cet atome-là va interagir avec le champ magnétique.